Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast. Cette semaine, un épisode où on va retrouver la DA Dunk Hebdo, j'ai envie de dire. On va s'éloigner un petit peu de l'actu pour un peu plus théoriser autour de la NBA. Ne vous inquiétez pas, on va quand même parler de la NBA actuelle. Et donc nous sommes trois aujourd'hui. Et pour commencer, l'instigateur du jour, c'est un sujet qui te pousse depuis un petit moment. C'est Tom qui est avec moi. Comment ça va, Tom? Ça va très bien. Écoute, il y a même eu des choses dans la conversation qui disaient de vous trouver quelqu'un qui vous aime autant que moi, j'aimerais parler de ce sujet. Donc, c'est pour dire à quel point je le pousse. Mais sinon, content de pouvoir discuter avec vous et puis d'échanger de nouveau avec toi, Adrien, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré ensemble. Ouais, ça fait un petit moment, effectivement. Je ne suis pas apparu à la caméra, au micro pour le cadeau, mais oui, ça fait plaisir. Et en plus, troisième homme aujourd'hui, et ça va être un peu le sujet, mais c'est son baptême du feu dans justement la DA de Kendo et la théorie. C'est Greg. Comment ça va, Greg? Eh bien, ça on fait aller mieux. J'étais un petit peu malade en début de semaine, mais ça va beaucoup mieux. J'ai la voix un peu plus grave que d'habitude, donc peut-être que nos auditeurs et nos auditrices préféreront cette version de mes vocalises. Mais non, on est là, on va parler d'un sujet qui est super intéressant, qui est très théorique, donc on va pouvoir poser des questions à la fois pertinentes et peut-être un peu moins pertinentes, parce que parfois c'est rigolo aussi de poser des questions qui sont pas tout à fait pertinentes. Ça décale un peu les concepts et les notions, mais voilà, très hâte qu'on se jette dedans. Je viens d'ouvrir quelques petits onglets pour trouver de la donnée et pour appuyer nos propos. Et puis voilà, on va se régaler. Effectivement, et puis bon, on va arrêter le suspense et de tourner autour du pot. Le sujet du jour, c'est celui du cinquième titulaire. Alors, dit comme ça, la notion est un peu floue. Ne vous inquiétez pas d'ailleurs, auditeurs, auditrices. Ça l'est aussi un petit peu pour moi en ce début d'épisode. On va se plonger dedans justement. Ça fait partie du principe de ce podcast. On va démarrer par la définition. Mais avant ça, bien sûr, le rappel, vous pouvez retrouver Dunk Hebdo un peu partout. Et merci de nous rejoindre sur vos plateformes de podcast préférées, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict. Je sais pas, il doit y en avoir plein d'autres que je n'ai pas en tête. Il y a bien sûr YouTube si vous voulez nous voir et voilà, voir comment ça va en termes de santé aussi grâce à nos têtes. Et puis vous pouvez venir échanger avec nous sur Twitter. On marque comme d'habitude la pause protocolaire. On profite de ce nouveau jingle Dunk Hebdo qui semble plaire d'ailleurs en ce moment, en tout cas qui nous plaît. Ça vous plaît aussi, Greg, Tom? Ouais, Il vous va? propre. Plutôt propre. Et ben parfait. Petite pause et on se retrouve pour parler du cinquième titulaire en NBA. Alors messieurs, on a beaucoup tourné autour du pot. Il est temps d'en parler, la notion de cinquième titulaire en NBA. Alors, comme je le disais dans l'intro, notion qui peut être un peu floue et justement, on va essayer de prendre le temps en ce début de podcast. Alors, je dis début, mais peut-être cette bonne première moitié de podcast pour définir tout ça, cette notion de cinquième titulaire, où on peut parler, pour certains, ça évoque le cinquième meilleur joueur, le cinquième temps de jeu. D'autres vont parler de cinquième homme, qui peut être une notion un peu plus floue. Alors, pour définir tout ça, je ne vais pas piéger Greg, évidemment, dans un sujet théorique comme ça. On épargne les rookies. Tom, tu ne m'en voudras pas. Je t'en prie, c'est ton sujet. Comment, dans un premier temps, comment on défriche cette notion de cinquième titulaire? Bah, déjà, moi, je trouve que c'est un rôle important dont on parle peu au final, puisque on a fait déjà un podcast, tu vois, sur les secondes options qu'on vous invite à aller écouter. Et en fait, pour moi, le cinquième titulaire, faut pas le voir en tant que tel, c'est-à-dire que c'est pas le joueur sans contexte, parce que tu le mets obligatoirement dans un contexte. Le contexte où il y a déjà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième option. Et en fait, le cinquième titulaire, c'est pas tant lui, son niveau, c'est ce que son arrivée te permet de faire et te permet de générer avec ton 5 majeur. Donc moi, c'est un concept que je trouve assez important. Et pour commencer peut-être à parler du sujet, moi je dirais, si je devais faire une petite définition du cinquième titulaire, alors si on parle pour vulgariser un peu, on peut dire que c'est le cinquième joueur que tu vas mettre sur ta feuille de match quand tu vas la préparer. Ça va être le joueur qui, pour moi, a la plus basse valeur de remplacement en interne, parce que ça, pour moi, c'est important. Ton cinquième titulaire dépend aussi de ce que tu as derrière. Donc, tu définis l'importance des joueurs en fonction des potentiellement backups que tu peux avoir et ce que tu veux faire. Et pour donner un peu plus entre guillemets un peu plus de relief, je dirais que c'est le titulaire le moins important pour la transposition des forces de l'équipe. D'accord, voilà, ça fait un. Voilà, ça défriche. C'est beaucoup de notions qu'on va pouvoir aussi préciser. Je ne sais pas si Greg, je t'ai vu pas mal acquiescer. Si tu as envie de rajouter quelque chose des Non, premières définitions sur cinquième titulaire. ben, disons qu'il y a des choses qu'il faudra préciser. En fait, définir un rôle, c'est toujours partir d'un point et ensuite c'est un peu comme un arbre, quoi. C'est-à-dire il faut explorer toutes les branches pour en dessiner vraiment les contours le plus précisément possible. C'est toujours difficile
sur un format podcast, mais plus c'est difficile, plus c'est intéressant. C'est bien pour ça qu'on fait une émission aujourd'hui. Pour moi, le 5e titulaire, c'est effectivement le joueur sur lequel on va se poser le plus vite des questions en cas de problème. C'est le joueur sur lequel on va pouvoir dire est-ce que son compromis apporte vraiment à l'équipe et donc du coup au starter. C'est aussi peut-être quelque chose qui n'est... Alors du coup je vais le définir par une non-définition, c'est-à-dire le définir par ce que ça n'est pas, mais c'est pas forcément le joueur qui a le moins d'usage. C'est pas forcément le joueur qui a le moins de shoot, c'est pas forcément le joueur qui fait le moins de passes. C'est parfois un joueur qu'on va pas trop voir, mais dont l'implémentation dans le système et dans le jeu des starters est important. Et c'est cette importance qui est sur une crête et qui va décider si oui ou non il reste dans le 5 ou si on le bouge. Soit on le bouge avec les remplaçants, soit on le bouge ailleurs. Donc c'est une position qui est pas facile, je pense, quand on est joueur NBA. C'est un rôle qui peut être très ingrat. Mais par contre, c'est un rôle qui, à mesure que les franchises ont des ambitions, devient absolument clé. De la même manière que les 6, 7e et 8e rôles de la rotation sont clés, que la deuxième option dont vous avez déjà parlé dans un podcast précédent est clé, le 5e titulaire est aussi une des choses qui pèse le plus dans la balance quand une équipe a des ambitions, quoi. Ouais, bon, ça rejoint la fameuse, pour reprendre une théorie très Dunk Hebdo, la théorie des costumes, Tom. Effectivement, le 5e titulaire, c'est comme d'habitude, si tu perds ce rôle-là, forcément dans la hiérarchie, il faut faire monter ceux d'en dessous, c'est toujours compliqué. Exactement, ouais. Greg, tu parlais de définition par la négative. J'ai envie, pour continuer de défricher tout ça, de vous poser une question par la négative, parce que on dit 5e titulaire, mais je trouve que rien que là, déjà, il y a une question qui se pose sur... alors, titulaire, si on prend la définition pure, comme tu disais Tom, c'est le 5e nom que tu couches sur la feuille de match au début. Pourtant, parfois, et c'est une question qui se pose quand on parle d'un rôle qui est peut-être un peu plus, un peu plus commun en NBA, qu'on entend plus souvent, qui est celui du 6e homme. Parfois, on essaye de voir si les meilleurs joueurs sont ceux qui commencent ou qui terminent un match. Et dans cette notion de titulaire, vous commencez à l'évoquer du 5e joueur qui va définir un petit peu aussi le style du 5 qui est sur le terrain à ce moment-là. Est-ce qu'on doit considérer que c'est le 5e joueur qu'on pose sur la feuille de match ou c'est le 5e joueur qui termine? Quelle est la limite avec le 6e homme? Tom, évidemment, je te rebalance la balle. Je trouve que tu ouvres une parenthèse intéressante dans le sens où, tu vois, je me souviens que à l'époque, je crois que c'est de Jonathan Shark qui parlait justement du 6e homme et qui disait qu'il trouve que c'est un concept bizarre parce que il récompense parfois un joueur qui est pas assez bon pour commencer. Et c'est ça qui est c'est ça qui est un peu un parallèle avec la notion de 5e homme. Pour revenir un peu sur ce que tu as dit sur le côté 5e homme, c'est vrai que ça va être un joueur que tu vas pouvoir identifier beaucoup en regardant l'équipe, et c'est vrai que la limite est fine, un peu comme ce que Greg disait sur le gars c'est quoi les compromis entre guillemets qui l'apporte, enfin entre le gain qu'il t'apporte et les compromis qu'il t'impose. Là où la notion de 6e homme, tu auras un joueur qui va finir les matchs, qui va amener quelque chose que tu n'as pas dans ton 5 majeur, tout simplement parce que les choses que tu veux mettre en avant quand tu finis les matchs, en fonction de la situation dans laquelle tu es, si tu es devant, si tu es derrière, s'il y a quelqu'un à stopper, si tu dois trouver un type de tir en particulier à ce moment-là, du coup, le 6e homme, même si tu peux avoir un 6e homme défini, ton 5 qui finit les matchs, même si tu as une base de 4, tu as quand même une variable en fonction de la situation. Là où pour débuter, tu as moins cette notion de variable. Oui, c'est vrai que débuter un match, on remet les compteurs à zéro. Donc c'est la manière dont tu veux attaquer ce match. Mais d'une certaine façon, selon le match, tu peux aussi, il y a certaines équipes où c'est le cas d'ailleurs, faire varier le 5e homme. Greg, sur cette notion-là, j'imagine que tu as 2-3 choses à dire. Ben oui, l'exemple typique historique pour moi, c'est les San Antonio Spurs avec Manu Ginobili qui finit les matchs mais qui les commence quasiment jamais dans l'histoire de sa carrière, ce qui en fait le 6e homme le plus historique et le plus incroyable que la NBA ait trouvé. Alors peut-être avec quelques noms qui viennent des années 60 et 70, j'en place une pour mes camarades Richard Drey et Chachou, les spécialistes historiques de la NBA. Mais non, ça me fait penser à cette équipe des Spurs parce que finalement dans la raquette à côté de Tim Duncan, à partir du moment où Robinson prend sa retraite, on a systématiquement un 5e titulaire qui change parfois au bout de 2 ou 3 ans, qui sont des hommes de devoir, mais qui laissent volontiers leur place
dans le clutch à Manu Ginobili, qui n'est même pas sur le même poste. Donc l'équipe se réajuste en direct avec un switch d'un intérieur à un guard. Mais voilà, c'est intéressant parce que pour moi, c'est vraiment une équipe qui synthétise ce que signifie la notion de cinquième titulaire et de sixième homme. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui peuvent apporter de manière de manière très importante, beaucoup de valeur à une équipe en fonction de ce que le coach va déterminer dans le match ou dans la saison. Donc voilà, mais l'exemple pour moi, c'est les San Antonio Spurs. Mais on va donner plein d'exemples après. Hein, mais il y en a plein d'autres aussi, mais celui de Manu Ginobili qui sort du banc et à la place de, je sais pas, Oberto, Najera et tu vois Nesterovic et tous les mecs qui ont campé dans la raquette à côté de... Ouais, voilà, exactement. Ça Twitter, voilà, les gars comme voilà, ça. Exactement. Mais ce sont souvent, voilà, c'est souvent derrière ces noms-là, c'est caché beaucoup de cinquième titulaires. Voilà, il y a des noms qui sont, il y a d'autres noms qui sont évidents dans l'histoire de la NBA, mais ceux-là sont marquants pour moi parce qu'en plus, ce sont des équipes qui ont gagné. Et pour le coup, les joueurs en question avaient une vraie valeur. Il y a Luis Scola, je crois, aussi, qui a ensuite trouvé beaucoup de choses à faire en tant que titulaire dans d'autres équipes dans lesquelles il a beaucoup apporté, Houston notamment. Donc non, c'est un poste qui est vraiment intéressant à analyser parce que le cinquième titulaire, désolé pour si je fais un petit tunnel, mais le cinquième titulaire, dans une équipe ambitieuse et dans une équipe qui n'a pas du tout d'ambition, c'est pas du tout le même joueur. C'est-à-dire que tu mets un gars qui est cinquième titulaire au Spurs Prime, tu le mets dans une équipe qui n'a pas du tout d'ambition et c'est potentiellement une deuxième ou une troisième option. Donc c'est ou plutôt une troisième ou une quatrième option, disons, dans la NBA d'aujourd'hui où le talent est un peu plus dispersé. Mais ça, c'est aussi intéressant, quoi. C'est-à-dire que tu as des mecs qui vont prendre des postes de cinquième titulaire parce qu'ils sont eux-mêmes ambitieux sur les titres collectifs, quoi. Donc ça, c'est quand même intéressant, quoi. La notion d'ambition me parle, mais Tom, j'ai vu que tout à l'heure, tu voulais ajouter quelque chose. Avant que je relance, je me le note dans un coin de ma tête. Ouais, bah, en fait, c'était simplement pour imager un peu, si tu prends par exemple la différence entre ce que tu vas faire entre, par exemple, ton 5 de départ et ton 5 qui finit, si on prend l'analogie des jeux vidéo, hein, qui t'est assez familière, si vous voyez tous ce même où t'as le mec qui commence avec la manette, il est au fond du son siège, et à la fin du match, il est devant la télé en position. Voilà. Bah, c'est ça la différence pour moi, et parfois, en fait, c'est le simple changement d'un joueur qui va te faire passer de ce premier mode au second. Oui, effectivement. Bah, du coup, j'en profite pour revenir sur la notion d'ambition que tu viens d'amener, Greg. C'est vrai que on évoquait un petit peu le starter, il définit, voilà, à travers les exemples d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. L'exemple des Spurs de marche d'ailleurs, il définit un peu le style de jeu par lequel tu vas attaquer le match selon Tim Duncan qui va passer de 4 sur certains moments en tant que starter, puis à 5, puis à la fin de sa carrière, ce sera vraiment à 5, mais ça peut faire varier, enfin le cinquième titulaire fait varier aussi ton style de jeu, et donc là où ça rejoint la notion d'ambition, comme je disais, c'est aussi peut-être selon ce que tu veux développer. Sur certains coachs, ça va être un vrai ajustement tactique, comme tu disais Tom, pour démarrer le match d'une certaine façon, peut-être en fonction de l'adversaire, etc. Pour d'autres, ça peut être aussi une manière de faire jouer son équipe pour progresser, pour mettre en valeur certains autres de tes joueurs. Alors pas forcément pour mettre le plus en valeur ton meilleur joueur pour qu'il score le plus, etc. Mais peut-être le meilleur prospect, en tout cas le meilleur projet de développement pour l'essayer de différentes façons. On a aussi ce marronnier, j'ai envie de dire, d'Anthony Davis pendant un moment, de est-ce qu'on le met 4, est-ce qu'on le met 5. Alors parfois on le fait starter avec un vrai pivot qui soit un peu plus content, et puis d'autres, voilà, ça permet de faire varier tout ça. Donc le cinquième joueur, c'est aussi une notion qui est très fluctuante en fonction de l'équipe, en fonction de l'ambition et même en fonction des matchs tout au long de l'année au final. Clairement. Après, c'est quelqu'un qu'on... Alors, Greg a parlé de ce qu'il n'est pas, mais on peut donner peut-être quelques bribes sur comment l'identifier potentiellement quand on regarde les équipes. Ben, la première chose, c'est de regarder les équipes jouer, hein. Là, c'est quelque chose où, au-delà des stats, ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, même si on parle pas mal de stats dans ce podcast, nous regardons les matchs, et ça, c'est quelque chose où faut voir les matchs, voir les interactions, voir... comment ça se passe, qui cède sa place. Ça, c'est des choses qui sont importantes dans les dynamiques d'équipe pour pouvoir le déceler. Alors, on pourrait prendre... Après, je vais énoncer, on va dire, un critère, et en mettant les limites à chaque fois en face. On pourrait avoir le pourcentage de matchs qui sont débutés en tant que titulaire.
puisque bon, le cinquième titulaire, ça reste un titulaire. Donc c'est généralement quelqu'un qui débute. C'est généralement quelqu'un qui débute. Donc ça, par exemple, si vous allez voir par exemple sur les pages de Basketball Reference, vous avez par exemple tous les joueurs de l'effectif avec le nombre de matchs qu'ils ont commencé. Donc là, on peut se dire que parmi ceux qui ont le plus de matchs commencés, on peut mettre entre guillemets la notion de blessure, hein, qui peut changer les chiffres de certains joueurs. Mais voilà. Alors, si on a à peu près plus de 60% des matchs débutés, globalement, on fait partie des starters. Donc là, on peut déjà limiter le pool de joueurs à ces joueurs-là. On va avoir potentiellement via le temps de jeu, même si, comme Greg l'a dit, c'est pas littéralement ce qui définit, mais parce que généralement, c'est quelqu'un qui va être allez, dans les top 5, dans le top 6, par exemple, top 6, 7 des temps de jeu de l'équipe. Donc aussi, on peut, par exemple, faire cette fenêtre-là en limitant au top 6 temps de jeu, top 6, top 7 temps de jeu de l'équipe. Via les line-up aussi, potentiellement, hein, c'est-à-dire qu'on va prendre le line-up qui commence le plus, ou du moins que l'équipe joue le plus, et on va voir dans quelle itération il y a 4 joueurs qui reviennent et pas un cinquième. Comme ça permet d'identifier quel joueur est sorti, et ça, potentiellement, ça peut être le cinquième titulaire, sachant qu'il y a quand même, en faisant cette technique-là, il va quand même avoir certaines limites. La première chose, ça va être, c'est qui remplace les exceptions. Hein. Par exemple, quand tu as un bon meneur backup, ouais, ton meneur titulaire, il va peut-être jouer un peu moins de minutes. Par exemple, si on reprend TJ McConnell, hein, qui est cher à ton cœur, Greg, dont tu as souvent parlé, ou même comme Tyus Jones, qui est maintenant aussi cher à ton cœur, qui était du côté de Memphis. Quand les titulaires, on fait parler avec Memphis, mais quand les titulaires sont souvent blessés, en fait, tu sais pas, c'est un peu plus dur en fait d'utiliser cette notion de line-up pour identifier le cinquième titulaire. Et la dernière chose, c'est si on prend le cas de Denver, quand il y a du stagger en termes de minutes, c'est-à-dire quand tu as deux gros générateurs de jeu qui jouent ensemble, mais qui jouent aussi beaucoup l'un sans l'autre. Et dans ce cas-là, par exemple, on va avoir le meneur backup par exemple de Jamal Murray qui va jouer pas mal de minutes parce que par exemple Murray va jouer beaucoup plus sans Jokic, va jouer à des minutes aussi sans Jokic, donc du coup ça permet pas forcément de plus identifier, puisqu'on l'a vu, hein, on en a parlé en début de saison, que voilà, que le deuxième line-up le plus joué l'année dernière par exemple par ces mêmes Nuggets, c'était avec KCP. Pas KCP, c'était avec Reggie Jackson, pardon. Le deuxième line-up était avec Reggie Jackson, justement. Donc voilà. Et après, comme tu en as parlé, et je termine pour clôturer cette partie-là, le faible taux d'usage, même si c'est pas forcément le cas, puisque le taux d'usage, ça va être vraiment de la finition d'action, hein, ça dit pas combien de fois tu touches le ballon ou des choses comme ça, et voilà, qui peut être aussi absent du closing five. Bon, ça nous fait une bonne liste. Est-ce que Greg, tu veux en rajouter quelques-unes sur la manière d'identifier le rôle de sixième homme, pour qu'ensuite on parle de son impact et de tout ce qu'on peut faire autour de tout ce qu'on bricole autour du sixième homme, et comment on gère tout ça en NBA? Non, moi clairement je regarde la colonne GS qui signifie Game Started sur Basketball Référence. Ça permet déjà d'éliminer le plus gros des joueurs d'un effectif sur les titulaires. Et ensuite, effectivement, ouais, il y a le statut dans le jeu, c'est-à-dire qu'on se rend vite compte à quel point le joueur a de l'importance dans le jeu quand on regarde les matchs. C'est beaucoup plus difficile dans des équipes très collectives avec, par exemple, le motion offense des Warriors Prime. C'est beaucoup plus difficile d'identifier quel joueur est le cinquième titulaire parce que tous les joueurs ont un vrai rôle sur le terrain. Mais si on se ramène dans le basket des années 90, par exemple, qui est un basket un peu plus isolé, avec moins de spacing et moins de mouvement, là, peut-être qu'on peut identifier des noms qui vont surgir beaucoup plus vite. D'ailleurs, on l'a fait en off. On a des noms qui reviennent un petit peu plus vite. Et c'est le cas aussi dans les années 2000. Donc, je pense que effectivement, l'aspect visuel est majeur. Quand on regarde les matchs, on se rend bien compte qui est le cinquième joueur d'une équipe, celui qui pèse le moins en attaque et celui qui pèse le moins en défense, et parfois les deux, tout simplement. Mais non, mais pour résumer, pour moi, c'est vraiment le joueur qui est rajouté à 4 starters pour lisser le plus possible les compromis collectifs. C'est vraiment le joueur qu'on va insérer dans le 5 pour essayer de lisser le plus possible ce qui ne va pas dans l'effectif. Et donc, c'est un joueur qui, par exemple, si l'effectif manque un peu de défense, c'est le joueur qu'on va intégrer dans le 5 pour
rehausser le niveau défensif général. Ou à l'inverse, si ça manque de playmaking en attaque, eh ben, on va insérer un joueur qui a des notions de passing et des capacités de connexion dans ce 5. Donc, typiquement, Kyle Anderson, etc., etc., ce genre de gars-là. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour des définitions. En tout cas, moi, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à fournir. J'essaie de réfléchir un peu, mais je crois qu'on est bon. Tu m'as mis une question intéressante, parce que je l'avais noté sur la question, mais je pense qu'on va pouvoir en reparler quand on va essayer de chercher des noms qui nous intéressent, mais il y a cette question du 5e titulaire de maximiser, alors soit remplir les cases manquantes de ton 5 majeur, comme tu disais, en le lissant, soit en maximisant les capacités de tes 4 autres joueurs, en tout cas en les sublimant grâce au skill set de ce joueur-là. Je trouve que c'est aussi une notion qui est intéressante. Ouais, c'est vrai, tu as raison, parce que la notion de compromis, elle est très très bonne quand on parle de basket, mais il y a aussi la maximisation, c'est-à-dire que des fois, tu as une équipe qui a un compromis, mais tu te poses la question en tant que coach, le coach se pose la question et se dit, est-ce que ça vaut mieux que je lisse le compromis, que je fasse un compromis et du coup que j'essaie de tout lisser, ou alors je ramène du contraste dans ce que j'ai déjà pour maximiser mes chances. Tu as raison. Si par exemple tu as une équipe qui est très offensive mais faible en défense, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on pète tous les scores en offensive rating, quitte à avoir un defensive rating assez mauvais, en insérant un joueur qui va encore plus dynamiser l'attaque? Je pense que c'est la question que j'avais en tête, bien sûr. Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'ailleurs, je pense, un des paris, par exemple, qu'a dû faire Rick Carlisle l'an dernier avec les Pacers. C'est-à-dire qu'au lieu d'insérer de la défense dans son 5, peut-être qu'il s'est dit, on pousse les curseurs au max sur l'attaque, pour qu'on soit au plus haut en offensive rating, et on verra bien ce qui se passera. De toute manière, on n'a pas des ambitions de champion, quoi. Effectivement. Et la dernière chose que je m'étais noté sur l'identification du 5e titulaire, avec tout ce que tu avais dit, Tom, je trouve qu'il y a aussi une difficulté, ou en tout cas moins de pertinence sur les équipes en reconstruction. C'est-à-dire que la notion de 5e homme fait sens quand on parle d'équipes qui recherchent la compétitivité, qui ont dans l'objectif de gagner. Alors jusqu'à un certain point, évidemment, tout le monde n'est pas contender. C'est aussi un autre sujet qu'on aborde souvent chez Dunk Hebdo. Mais pour des équipes en reconstruction, il y a parfois des tentatives de mettre certains joueurs dans certains contextes avec d'autres joueurs autour, où ça bricole un peu plus, j'ai envie de dire comme ça, où la notion de 5e titulaire peut exister, mais je pense est un peu moins pertinente. Ouais. Bon, rien à ajouter de plus là-dessus. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, l'important, enfin, quand vous parliez tout à l'heure de la notion de compromis, ça c'est vraiment, comme tu l'as souligné, Adrien, quelque chose qui est important, notamment pour des équipes qui vont viser de passer 1, voire 2 tours, 3 tours de playoff. Ceux qui sont vraiment dans la création d'un écosystème pour mettre en valeur certains jeunes joueurs, bah, ok, tu peux avoir un 5e titulaire avec plus de failles parce que tu veux montrer ou tu veux essayer de développer une chose ou un skill set en particulier chez le futur peut-être top 2 ou le futur duo de ta franchise, qui n'est pas forcément le cas quand tu es un contender. Et en fait, pour rebondir aussi sur cette notion d'acceptation du compromis, par exemple, si on peut prendre 2 exemples qu'il y a eu dans l'histoire récente au niveau du 5e titulaire, par exemple de Boston qui passe de Dennis Schroeder à Derrick White, à l'époque où Derrick White était le 5e titulaire, où justement Boston qui est obligé de cacher Dennis Schroeder se retrouve avec un défenseur compétent, et en fait ce qu'ils font, c'est que plutôt que cacher Dennis Schroeder, ils mettent Robert Williams sur le moins bon attaquant adverse, pour justement qu'il puisse faire ce rôle de roamer. Donc tu es passé d'un joueur qui n'avait aucune valeur, ou du moins qui était essentiellement mis là par défaut, à un joueur qui est mis là par choix, et ça débloque vraiment quelque chose, ça a débloqué vraiment quelque chose chez cette équipe-là qui après a fini sa saison de façon exceptionnelle. Et autre joueur, par exemple, si on prend le cas de Denver, qui on en a aussi parlé durant l'intersaison, qui est passé, on n'a pas beaucoup parlé historiquement du transfert d'Aaron Gordon, qui n'est pas forcément le 5e titulaire, mais qui avait aussi fait le changement de passer de Will Barton à KCP. Donc voilà, là on voit la notion de Will Barton, qui était entre guillemets un joueur un petit peu, je vais pas dire plus douteux, mais un joueur beaucoup plus incertain. Voilà, un joueur beaucoup plus incertain, où c'est les certitudes que pouvait te ramener Will Barton étaient plus dans la duplication de skill set que ce que pouvait apporter quelqu'un comme KCP. Et tu vois, en faisant ce changement-là, tu as eu une équipe qui a aussi changé de dimension.
C'est fou parce que genre, on a envie de le conclure ce chapitre sur la définition, mais à chaque fois ça m'amène des nouvelles questions, enfin des nouvelles notions, parce que justement tu as ce choix du 5e titulaire, ce qui t'apporte, mais tu peux le prendre une nouvelle fois par la négative. C'est qu'il y a certains joueurs que tu vas maximiser en les mettant sur le banc ou contre des bancs, ou en tout cas, comme tu le disais Tom tout à l'heure quand tu parlais de ce rôle de 6e homme, quand tu as envie de le faire rentrer, des joueurs que tu as envie de faire rentrer un peu plus tard pour amener de la variété, ou voilà, ou ça te correspond plus tactiquement, et bien dans ce cas-là, tu vas avoir un 5e homme. Alors peut-être pas par défaut, mais que tu vas plutôt mettre pour maximiser le 6e, ce qui paraît un peu contre-intuitif quand on le dit comme ça. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puisqu'en Bon. fait, si tu mets le 6e, le joueur qui est censé être le 6e homme avec tes 5 titulaires, en fait, tu perds en valeur tout simplement parce qu'il y a une trop grande duplication du skill set et il n'aura pas forcément assez d'usage pour se développer. Mais en fait, on en vient à un truc qu'on a abordé sans citer le nom, mais le 5e titulaire, c'est un des piliers de la synergie de l'équipe. C'est vraiment un endroit dans l'effectif, un endroit humain, dans la RH de l'équipe qui garantit la synergie de l'équipe. Parce que les premières et les deuxièmes options, finalement, la synergie de l'équipe tourne autour d'elles, mais elles n'en sont pas ni le liant, ni le constituant. Le constituant, c'est plutôt effectivement 6e homme, voire même 7-8, et ensuite, à l'intérieur des starters, 4e option et 5e titulaire. Et tu es obligé d'avoir des gars qui sont capables de jouer à la fois avec les titulaires, mais aussi avec les remplaçants, ou alors qui ont un rôle tellement parfait, justement dans le listage des compromis, qui ne jouent qu'avec les titulaires. Et là, à mon avis, on va rapidement passer aux exemples parce que moi j'ai des noms qui arrivent. mais oui, voilà, il y a la notion de synergie est hyper importante et alors elle ne repose pas intégralement sur le 5e titulaire évidemment, mais le 5e titulaire a beaucoup de choses à dire dans la synergie de l'équipe. Ouais. Je vais te court-circuiter les exemples parce qu'on va se les mettre un peu de côté parce qu'il y avait deux petites notions dans notre trame, même si forcément on bricole depuis tout à l'heure et on ouvre des parenthèses donc on ne s'en sort plus, mais il y a quand même 2-3 notions que j'ai envie d'aborder et puis que ça reste, on l'a dit dans l'intro, ça reste un sujet dont Tom voulait parler, donc il y a des phrases très Tom. Il faut que je te laisse la parole finalement, les gens ont envie de t'entendre. Il y a à la fois, il y a deux choses, tu me diras comment tu veux l'attaquer. Il y a à la fois les conditions financières, parce que c'est aussi intéressant, on parle beaucoup d'un point de vue terrain, d'un point de vue coach, j'ai envie de dire jusque-là, il y a un point de vue GM aussi, de comment dans un front office, quel compromis on veut faire, pour le coup du point de vue du front office, sur cette notion, sur ce lien, qu'est-ce qu'on lui accorde, quelle part du cap on a envie d'y accorder, quelles voilà, conditions financières on met autour de ça, et ensuite, je le tease, parce que je pense que ça ira ensuite, mais il faut quand même que je le dise, dans la trame, il y a écrit, écoutez-moi bien, auditeur auditrice de Kemdo, le concept du rôle Keith Bogans. Voilà une phrase typiquement Tom qu'on pourra aborder d'ici quelques instants. Tom, je t'en prie, c'est tes sujets. Bah, pour la, excusez-moi, pour la notion de la condition financière, donc pour moi, idéalement, c'est quelqu'un qui peut être compris entre le minimum, parce qu'on peut avoir des joueurs en minimum, par exemple, et je trouve que la notion de la création des two-way contracts permet justement de pouvoir se créer potentiellement à l'intérieur de son effectif ces fameux 5e titulaires. Parfois, ce sont des joueurs, par exemple, qui peuvent même arriver de la G-League, hein, puisqu'on sait que le pas pour les joueurs typés role-player entre la G-League et la NBA est plus facile pour les joueurs typés role-player que pour les créateurs, puisque le niveau qu'il faut être, même si tu vas scorer énormément en G-League, le niveau d'écart qu'il y a entre le créateur moyen, entre guillemets, en G-League et le créateur on va dire, de niveau NBA est plus grand que le role-player moyen de NBA et le role-player moyen de G-League, puisque les marches sont plus simples à franchir. Les responsabilités sont plus différentes et sont plus simples à franchir. Et en fait, pour moi, idéalement, c'est quelqu'un qui devrait être entre le minimum et 10% du cap, voire 10% du cap, c'est à peu près au niveau de la mid-level, hein, environ 12 millions. Et si, par exemple, si un joueur a peu de compromis, tu peux aller jusqu'à 15 voire 20% du cap, c'est-à-dire 20 millions. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'il débloque qui est important et pas uniquement le joueur en tant que tel. Absolument, et du coup, Memphis est clairement un bon exemple. Ton équipe des Grizzlies est un très bon exemple parce que pendant les absences que vous avez eues sur les 2 dernières saisons, vous avez effectivement eu le bon goût que d'autres équipes n'ont pas eu. Je citerai pas de nom. Ça commence par un M et ça finit par Milwaukee. Mais vous avez eu le bon goût d'aller chercher effectivement des joueurs en two-way que vous avez ensuite stabilisés dans votre effectif et qui aujourd'hui, de fait, sont des starters ou en tout cas peuvent prendre des rôles de starters sans coûter
aux 5 majeurs, en proposant un compromis sur lequel l'équipe peut s'asseoir, peut dire oui. Et notamment Santi Aldama, par exemple, qui est un joueur sur le poste d'ailier qui clairement peut remplir un poste de titulaire, alors qu'inconnu au bataillon il y a 2 ou 3 saisons en NBA. Et je crois qu'il sort de G-League et d'un contrat. Il a commencé à Memphis avec un tout, et c'est ça? Ah non, lui, il est arrivé 30e choix de draft. Ouais, voilà, lui, c'était vraiment un 30e choix de draft. Fin de premier tour, role player par excellence, etc. D'ailleurs, on voit aussi, c'était un deuxième truc que je voulais aborder, mais on voit aussi, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des two-way contrats et des joueurs qui arrivaient de G-League, mais c'est aussi le cas, et notamment avec le nouveau CBA, c'est encore plus intéressant pour le côté financier des franchises. C'est qu'en fait, on voit des rookies prendre très vite des rôles de 5e titulaire, y compris dans des équipes qui ont des ambitions, ou des rôles de 6e ou 7e personne de la rotation. Et ça aussi, c'est effectivement une condition. Mais sinon, je rejoins Dom sur le concept de, une fois passé la mid-level exception, est-ce qu'on est vraiment sur un 5e titulaire? Je pense c'est ça. Le contrat minimum jusqu'à la mid-level, si tu mets un petit peu plus, c'est que vraiment, tu as une de tes 3 premières options qui a un contrat très bénéfique pour toi. Soit une fin de contrat rookie, comme c'est le cas à Oklahoma City par exemple, soit un contrat qui a été extrêmement bien géré par la franchise, mais ça arrive très peu. Si on peut prendre un exemple, tu vois, de chez toi que tu as eu à un moment donné, c'était Jay Crowder, par exemple. Jay Crowder, à un moment donné, au niveau de Phoenix, où voilà, il est présent, mais quand tu finis les matchs, tu vas peut-être faire jouer des joueurs plus jeunes, quoi. Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Cam Johnson, par exemple. Je vais pas en rajouter, je vais pas vous paraphraser. J'ai l'impression que c'est un peu bon à chaque fois que je fais la présentation. Je vais juste mettre les petits astérisques en bas, les petits disclaimers de ce que je m'étais noté. C'est aussi du coup le cinquième titulaire. On repart dans ce point de vue GM. C'est aussi ça peut être aussi un piège. Comme tu disais Tom, c'est peut être la valeur du contrat. Bon, si tu es au minimum, a priori il y a pas trop d'erreurs. Mais on peut vite arriver à faire une erreur de casting, une erreur d'évaluation. Et c'est quand on arrive à ces moments-là, c'est ces contrats-là, comme tu disais Greg, les stars, on fait soit avec les max qu'on a, soit on a un contrat avantageux, c'est super, c'est génial, mais c'est ces rôles-là, arriver au 5e titulaire, je pense que c'est le premier domino de cette histoire, où une erreur, c'est un grand mot, mais de commencer à surpayer parce qu'on a mal estimé le rôle, peut être la différence entre être vraiment compétitif jusqu'au bout, avoir une rotation compétitive dans un setting playoff pour aller au bout, pour être en tout cas à la hauteur de ses ambitions, ou avoir quelques soucis financiers et faire que derrière on est obligé de bricoler avec des joueurs au contrat vraiment minimum ou vraiment des rookies qu'on doit mettre à ce moment-là et qui ne sont pas forcément compétitifs. Donc ça peut être aussi un piège, ce 5e titulaire dans les finances, on va dire, de l'équipe. Ouais, et pour moi, ça fait aussi partie, tu vois, des difficultés de ce rôle-là, parce que pour moi, c'est un rôle qui a un côté un peu ingrat, puisque effectivement, tu es souvent, entre guillemets, tu vas être peut-être le joueur sacrifié ou le joueur qui doit faire le plus de sacrifices pour t'adapter aux autres, puisque vu que tu es la personne la moins importante du 5 majeur, on va dire que ce qui va être intéressant, c'est ta capacité à t'adapter et pas ce que tu sais faire ou ce que tu fais concrètement. Donc ça peut être, tu vois, sur le côté mental en tout cas, ça peut être quelque chose. Et même en tant que skill set, parce que comme tu disais, les role players des fois sont des spécialistes. Là, on va pas forcément chercher ta spécialité. C'est ça, exactement. C'est souvent un talent dépendant, donc parfois en fonction de si tu es dans un système héliocentré ou pas, tu auras peu de participation dans le jeu offensif. On peut prendre, tu vois, l'exemple de PJ Tucker qui restait 10 secondes dans les coins sur les possessions et qui joguait de corner à corner. Voilà, c'est ce qu'il faisait. J'ai failli m'étouffer. Pour ceux qui étaient sur YouTube, j'étais en train de boire de l'eau. C'était pas bien, Tom. Voilà, qui joguait de corner à corner, ou même, tu vois, on parle de Tony Snell, le Tony Snell, la fameuse statline à 0-0-0-0. Voilà, le jogger Tony Snell, qui court de coin à coin sans forcément toucher le ballon, sans forcément tirer, ou qui ne marque rien d'un point de vue statistique. Je pense qu'il y a aussi c'est un rôle aussi qui souffre beaucoup de la pression interne, parce que vu qu'il y a la notion contractuelle, comme tu l'as évoqué juste avant, Adrien, le front office va potentiellement drafter des joueurs pour ne pas avoir à te payer toi. Oui. Voilà. Et c'est ce que, tu vois, par exemple, on voit des équipes, tu vois, une équipe comme Miami qui, à chaque fois, trouve, tu as parlé de Memphis tout à l'heure, Greg, tu vois, mais des équipes comme Miami, au lieu de payer les gars se font payer par d'autres équipes. C'est un bon choix ou un mauvais choix en fonction des équipes. Bon, ça a plutôt pas bien réussi aux équipes qui ont payé ces joueurs-là, mais au final, à chaque fois, ils retrouvent un joueur qui sort, tu vois, un joueur qui ressort du chapeau et qui
peut jouer ce rôle-là, tu vois. Même une équipe comme les Spurs, tu vois, tu en as parlé aussi, Greg, historiquement, quand on reprend des joueurs, tu vois, à l'époque, tu vois, Kyle Anderson, ils l'ont pas payé, il est parti à Memphis. À l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, mais Jonathan Simmons, c'était pareil, je crois, il est parti à Orlando. Il est parti à Ouais, c'est ça, Orlando ouais. ou quelque Ouais. chose comme ça, voilà. Ouais. C'est des joueurs comme ça, voilà. Il les Ou aux développe, Bucks, je sais, un des deux. voilà. Ils refusent, entre guillemets, de les payer parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir développer quelqu'un d'autre dans ce rôle-là. Et c'est pour ça que, tu vois, il y a cette notion de pression interne, puisque quand tu as des jeunes joueurs, et même au niveau de, tu vois, de la fanbase, hein, quand tu repères, entre guillemets, le cinquième titulaire qui est, entre guillemets, ton refait, tu vas dire, ouais, bon, on va drafter un jeune, il va prendre sa place. Tu vois. Donc ça aussi, il y a non seulement la pression interne à l'intérieur de l'effectif, mais aussi au niveau de la fanbase, puisque, voilà, s'il y a quelque chose à améliorer, ben, on va voir le joueur le moins bon du sec majeur ou le joueur qui demande cette notion de compromis. Et puis, les deux dernières choses que je dirais sur la difficulté du rôle, ça va être souvent le premier joueur à trinquer quand il y a des expérimentations. Hein. Quand le coach va vouloir faire des changements, il va pas toucher aux quatre. Il va plus toucher même au niveau de la rotation, il va plus toucher le temps de jeu du cinquième titulaire. Et c'est un rôle, quand tu y es, c'est difficile d'en sortir. En tout cas, en restant dans la même équipe. En restant dans la même équipe, c'est difficile d'en sortir. Et quand tu en sors, en fait, parce qu'on est un peu sur des joueurs moneyball finalement, qui dépendent beaucoup de l'optimisation que les coachs en font. Et c'est pour ça que ça marche dans des équipes. Avec, par exemple, quand c'est coaché par Eric Spoelstra, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Mais ça fonctionne moins avec des coachs qui ont peut-être pas la dimension tactique de Eric Spoelstra ou d'autres. Hein. Mais il y a une dimension moneyball qui est importante dans le cinquième titulaire. Et effectivement, comme tu disais, c'est le premier qui saute dans l'ordre 5, 7, 8. C'est-à-dire que le 4 et 6 ne vont pas sauter, mais 5, 7, 8, ça peut être chamboulé complètement. Et d'ailleurs, sur les rotations et les line-up des Suns cette saison, c'est un bon exemple. Et vous parliez tous les deux de difficulté d'en sortir, mais ceci difficile d'y entrer, je trouve aussi, en tout cas d'identifier, comme tu disais Tom tout à l'heure, ce joueur qui s'adapte, ce joueur qui a un skill un peu métamorphe, j'ai envie de dire, pour s'adapter aux autres joueurs. C'est difficile de l'identifier dans une autre équipe, et c'est pour ça qu'on a cet exemple, tu parlais de Miami, ça fonctionne très très bien, comme tu disais Greg, avec Spoelstra, avec une équipe qui a un fond de jeu bien rodé. Quand on va le mettre dans un autre contexte, ça va pas forcément être le profil qui correspond à... En fait, ton profil de cinquième homme est différent à chaque équipe, et donc c'est très difficile à identifier. Donc se faire une carrière en tant que cinquième homme, si on schématise, ça semble aussi être assez complexe, et ça me permet de faire la transition à ce fameux concept de Keith Bogans, puisque effectivement c'est le nom qui a été décidé pour représenter tout ça. Tom, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept de rôle Keith Bogans? Alors par exemple, tu vois, c'est le concept Keith Bogans, c'est quelque chose qui est très utilisé entre guillemets aux États-Unis. Hein. Par exemple, des personnes comme Nate Duncan en parlent beaucoup, ou même de mémoire Thinking Basketball. Il en a parlé aussi dans son podcast. Voilà, Ben Taylor, voilà pour citer son nom. Ça va être alors Keith Bogans, qui est un joueur des années 2010 à peu près, qui est un joueur qui a notamment à Chicago, où on appelle ça aussi par exemple Dante Jones, qui faisait à peu près pareil à Denver. Donc c'est le joueur par exemple qui jouait essentiellement avec les starters. Il jouait peut-être en première mi-temps, il faisait 5 minutes. C'était le joueur qui était là par exemple pour jouer avec les titulaires et qui permettait juste au coach de bien faire ses rotations. C'est-à-dire que voilà, d'avoir une certaine stabilité dans les rotations. C'est pas un joueur qui voilà, c'était un joueur c'était pas un énorme joueur hein, Keith Bogans, mais c'était un joueur voilà, peu de compromis, faisait pas voilà, c'est on va dire il faisait rien d'élite, mais il était mauvais dans rien non plus. Voilà. Donc c'est vraiment voilà, et qui était là simplement pour bien faire en sorte que les rotations se passent bien et de pas avoir la puissance de vue. Tu vois, par exemple, on prend le rôle de Dante Jones, par exemple, qui avait à peu près la même chose à Denver. C'est lui qui allait jouer pour éviter que tu aies directement J.R. Smith dans le 5 aux côtés de Carmelo Anthony, Kenyon Martin. Voilà. Tu vois. Il n'y a qu'un ballon, messieurs. Voilà, c'est ça. Pour la gestion du ballon. La gestion du ballon, effectivement.
Je vais rebondir sur le Keith Bogans version Chicago, puisqu'il était dans cette équipe 2011, alors qu'il parle, supporter des Bulls, l'année évidemment d'Eric Rose, mais c'était l'arrière en fait, tout simplement, aux côtés de Derrick Rose dans ce Chicago Bulls. Et ça illustre tout ce qu'on dit jusque-là, c'est-à-dire que c'était une équipe avec la base d'Eric Rose, Luol Deng, Joakim Noah, Carlos Boozer. Donc les 4 étaient très identifiés, comme on disait. Et qu'est-ce que tu veux rajouter là ? Eh bien, un mec pour aller un peu taper sur le point of attack, 2-3 tirs quand le ballon va arriver jusque-là, mais a priori, c'est quand même Derrick qui va en prendre la plupart. Ouais. Et ensuite, derrière, tu vas commencer ta rotation où tu vas retrouver. Bon, il y avait beaucoup d'intérieurs à ce moment-là, parce qu'il y avait des Taj Gibson, des Kurt Thomas, etc. Mais les Ronnie Brewer, les CJ Watson. Bref, la rotation ensuite, en termes de responsabilité, les joueurs du banc avaient peut-être plus de responsabilité dans la rotation, mais Keith Bogans permettait à Thibodeau, justement, Thibodeau qui était évidemment là à ce moment-là, d'avoir, comme tu dis, d'entamer sa rotation. Donc on était vraiment sur cette notion de commencer le match avec un équilibre dans le 5 majeur. Surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus, Greg, surtout qu'à l'époque, il y avait beaucoup de line-up full bunch. Oui, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup. Voilà. Ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, en fait, c'est un joueur qui faisait très peu sens avec les remplaçants. Exactement. Ouais, c'est un joueur qui a fait 18 minutes par match la saison 2011, justement, où il est pick 5e titulaire. C'est le prime 5e titulaire. Il fait 19e Defensive Player of the Year et il est à 38% à 3 points. Donc pour moi, on est vraiment, mais avec seulement 2,9 tentatives à 3 points. On est vraiment sur le joueur qui offre un compromis parfait dans un 5 majeur. C'est à droit plus que la moyenne à 3 points, sans prendre un gros volume non plus. Donc pas de prétention, pas une utilisation particulière du joueur sur le 3 points, mais quand même solide si ça reçoit une balle dans le corner. C'est un joueur qui a un impact défensif dans une équipe construite aussi pour défendre. Donc c'est un joueur qui ne fait pas couler les installations défensives de Thibodeau autour de Joakim Noah et de Luol Deng aussi. On oublie que c'était un excellent défenseur, Luol. À une époque, il y avait besoin de défenseurs à l'aile. Ouais, exactement. Un grand défenseur d'ailleurs. Je me suis refait des images il n'y a pas longtemps, mais bref. Et puis un joueur à seulement 17 minutes. Donc on n'est vraiment pas du tout sur un joueur égotique qui va demander à avoir davantage de minutes, à passer le cap des 25 minutes par exemple, et qui va être très facilement remplaçable sur le terrain. Et clairement, Keith Bogans, comme Dante Jones et puis d'autres, mais moi j'ai l'image aussi de Rajabel du côté des Suns, à peu près à la même époque d'ailleurs, parce qu'on est sur le milieu des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010, mais on a Rajabel du côté des Suns qui est pareil, ça prend des 3 points impeccables. Niveau défensif, ça fait grave le boulot, Rajabel comme Keith Bogans, et puis ça offre ce lissage de compromis auprès des titulaires, qui permet à l'équipe d'être plus équilibrée et au coach de ne pas se poser de questions. Le coach a la grande chance avec des joueurs comme Keith Bogans de ne pas se poser de questions avec ces joueurs-là. 2011, Keith Bogans, 82 matchs joués, tous en tant que titulaire. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment, il y a zéro question. Il y a zéro question. Tu te blesses jamais. Sur le terrain, tu vas me poser aucun problème. C'est pas sur toi que je vais devoir faire des ajustements, etc., etc. C'est vraiment le joueur sur lequel le coach ne fait aucun ajustement et ne se pose pas de questions. En saison régulière. En saison régulière. Voilà. Ça, c'est important. En saison régulière. Voilà, c'est important. Parce qu'effectivement, en play-off, c'est sans doute la position dans la hiérarchie de l'effectif sur laquelle la stratégie de l'équipe va le plus s'ajuster, quoi. Ouais. Oui, c'est ça. Et ça fait partie, tu vois, des avantages de ce concept de ces games titulaires, c'est que, tu vois, par rapport aux stars, ça va être des joueurs qui vont avoir, par exemple, beaucoup plus d'options pour être dans de bonnes équipes. Tu vois, si on reprend, tu vois, historiquement, les KCP, les Danny Green, donc c'est des joueurs qui, voilà, ils sont à des endroits où il y a un marché pour eux, parce qu'il y a toujours des bonnes équipes en NBA, il y a un marché pour eux, et c'est des joueurs qui vont multiplier potentiellement leur chance de pouvoir gagner le titre, parce qu'ils ont cette notion d'option de pouvoir changer d'équipe et de changer de contexte, là où pour une star c'est plus compliqué d'avoir plusieurs chances de gagner. Or longévité exceptionnelle à LeBron James par exemple, où tu peux gagner dans plusieurs franchises plusieurs fois. Là c'est plus des role players qui vont pouvoir gagner, ce type de role player là qui va pouvoir gagner dans plusieurs franchises, et c'est un rôle où la notion de scalabilité est très importante, comme tu l'as mentionné, Craig. Mais justement, ça permet, maintenant qu'on a ces archétypes, on a cité pas mal de noms, je trouve ça intéressant avant de passer
à ceux de 2024-2025, j'ai envie de dire, de cinquième homme, de parler justement de l'archétype, parce que tous les noms que vous avez cités, enfin qu'on a cités, je vais m'inclure quand même, je ne vais pas m'exclure de tout ça, on est beaucoup sur des guards ou ailiers, même pratiquement plus ailiers. Est-ce que c'est, je veux dire, est-ce que c'est ça va être le plus souvent le cas? Est-ce qu'on va avoir plus souvent des ailiers ou des guards que des intérieurs? Évidemment. Donc, je pense que le rôle de cinquième titulaire s'exprime sur tous les postes, mais de façon très différente. Et il y a pour moi, par contre, en fonction des postes, des questions de durabilité dans la NBA qui sont plus présentes ou pas. Et je trouve généralement que les cinquièmes titulaires, par exemple, sur les postes intérieurs, ont une durabilité dans la NBA en tant que cinquième titulaire qui est peut-être un peu plus grande. C'est en tout cas un de mes a priori. Et à contrario, il y a peut-être un petit peu plus de, disons, de volatilité sur les postes de guard. Et par contre, sur le concept de 3&D qui existe désormais en NBA depuis bientôt 20 ans, on est sur quelque chose de plus stable du côté des ailes. Mais non, ça existe à tous les postes. Les exemples sont légion au poste 5, au poste 3 et au poste 2. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins le cas dans la NBA moderne, en tout cas sur les postes 1 et sur les postes 4. Par contre, le poste 4 a longtemps été un poste de cinquième titulaire dans une NBA plus lente où on avait des ailiers forts de devoir et des ailiers forts, disons, qui étaient là pour appuyer le pivot. Ouais, qui étaient là pour... stars, qui étaient à l'aile à l'époque. C'est ça, exactement. Et par exemple, Charles Oakley peut être un nom qu'on peut citer à côté de Pat Ewing du côté des Knicks. Mais c'était souvent ce rôle d'ailier fort, un rôle d'intérieur complémentaire au pivot, qui avait moins une identité propre à lui-même plutôt que celle d'être le lieutenant du pivot. Et ça a changé ensuite dans la NBA moderne, puisqu'en fait le poste 4 est un deuxième poste 3. Oui. Non mais c'est vrai. Donc aujourd'hui on a Paul George qui joue poste 4 et qui la saison d'après Alex joue Caruso. poste 2. Donc en vrai c'est bon, c'est voilà. Mais c'est souvent dans la NBA d'aujourd'hui en tout cas c'est plutôt poste 2, poste 3 et poste 5. Donc poste 2 avec ce rôle de défenseur, ça ressemble aussi au poste 3 mais c'est pas les mêmes dimensions physiques. Ce rôle de défenseur et de shooter à 3 points, donc modèle Keith Bogans mais qui se répète encore aujourd'hui. Sur le poste 3 on est vraiment sur également le 3&D classique. Et puis sur le poste 5, là par contre, on a un éventail, je trouve, de types de jeux qui sont beaucoup plus différents, beaucoup plus variés. On peut avoir le rim runner, le protecteur de cercle, le shooter à 3 points ou le playmaker, ou un panachage d'un ou plusieurs de ces types dans le même joueur. Mais on a globalement cette recherche-là dans les effectifs et je trouve que c'est pour moi le rôle le plus intéressant, le rôle de pivot qui n'est pas un pivot star. Le rôle de pivot role player aujourd'hui est hyper intéressant à analyser dans la NBA. C'est là où j'allais vous emmener, Tom. Évidemment, je te renvoie la balle. C'est vrai que bon, la notion de le découpage par poste, c'est lissé avec le temps. Hein. Maintenant, on n'est plus sur des rôles. Donc, on va parler d'ailier, enfin de wing au sens large. Hein, maintenant, sur les guards. Donc, on a un profil un peu, un peu plus général, comme tu disais, Greg. Et c'est là où l'intérieur, peut-être, Tom, je vais te relancer là-dessus. Il a cet cinquième titulaire a un rôle plus. Alors, c'est un peu un barbarisme, je pense, le mot qui me vient, mais plus définissant du style de jeu. C'est-à-dire que ça va avoir plus d'impact sur la manière de jouer de ton 5 majeur. En tout cas, tu as besoin d'un profil peut-être un peu plus précis, là où ces ailiers avec un skill set qui s'est élargi, comme tu disais, Greg, depuis une vingtaine d'années, sont peut-être un peu plus interchangeables en tant que cinquième titulaire, hein, j'entends. Tu vois, pour moi, je pense que ça dépend vraiment de la notion de contexte. Si par exemple on prend des très fortes équipes de ces dernières années, d'une période qui nous a vraiment marqué en NBA, qu'on prend par exemple les Cavs et les Warriors, qu'on prend par exemple, tu vois, le cinquième titulaire des Cavs, tu vas avoir par exemple, tu vas avoir du Iman Shumpert ou qui était là un peu machin. Et quand tu prends celui des Warriors, on peut se dire limite que le cinquième titulaire au niveau des Warriors, c'était Bogut. Ouais, c'est le pivot. C'était un Drew Bogut. c'était un Drew Bogut ex-star au drafté aux Bucks qui arrive en cinquième titulaire dans une autre équipe. Et c'est simplement en fait, moi j'aime bien prendre l'analogie par exemple du marathon. C'est-à-dire que tu vas pas sprinter à toutes au départ. Là où tu vois le closing five, lui, va te permettre de faire ta meilleure forme, ça va être pour le 100 mètres. Tu vas faire le maximum pour avoir la meilleure vitesse de croisière. Mais
pour le marathon, bah, tu vas adopter une bonne vitesse de croisière sans forcément te mettre dans le rouge, tout ça, pour avoir un peu de jus pour finir à la fin. Et en fait, c'est ce que justement Bogut il permettait à ses Warriors, c'est-à-dire que tu avais un effectif qui était stable, tout le monde, sachant que tout le monde savait que le meilleur 5 des Warriors, c'était avec Iguodala, justement, intégré à ce poste dédié, et Draymond Green intégré au poste 5. Sauf que les Warriors commençaient très rarement les matchs comme ça. Parce que t'as pas, moi, un match qui m'avait traumatisé, je crois, ils avaient commencé le match comme ça, je crois que c'était contre Denver à l'époque, ils avaient mis 70 points en première mi-temps. Moi, ça m'avait traumatisé. Ils avaient commencé avec justement leur fameux Hampton 5, ils avaient mis 70 points en première mi-temps, et là, on s'est dit, ça sert à rien de jouer, quoi. Donc, voilà. Et je trouve que voilà, c'est cette notion qui est importante justement au niveau de l'intérieur. Et comme tu l'as bien décrit, Greg, il y a plusieurs archétypes. Et je pense que c'est plus un skill set. Tu vois, t'as parlé un peu, Adrien, de entre guillemets les typologies de joueurs. Je pense que c'est plus le type de skill set dont tu es prêt à te passer qui va définir justement qui est ton cinquième titulaire, et en fonction de ce que tu as après dans la route. C'est-à-dire que si les Warriors c'était je sais pas moi, il y avait pas disons il y avait pas Iguodala dans l'équation et c'était uniquement Sean Livingston qui était sur le banc, ben peut-être que ça aurait pas été Andrew Bogut, le cinquième titulaire. Ça aurait été peut-être Harrison Barnes. Tu vois, enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment, c'est à contextualiser vraiment en fonction de l'équipe. Et Greg, tu parlais justement de la notion de spectre, de l'éventail de joueurs. Ben, en fait, aujourd'hui, sur le poste d'intérieur, tu as la plus grande diversité, je pense, de skill set. Quand tu enlèves les stars, tu vas avoir des joueurs qui sont là uniquement pour le rebond offensif. Tu vas avoir des joueurs qui sont là pour la notion de rebond défensif. Tu vas avoir des joueurs qui sont là parce qu'ils sont capables de switcher sur des intérieurs, sur des extérieurs. Tu vas avoir des gars qui sont là, un peu comme tu l'as dit, pour la notion de spacing, qui vont prendre des tirs à 3 points et qui vont être là pour vraiment écarter la défense et ils vont pas faire grand chose d'autre. Donc voilà, tu as vraiment un éventail aujourd'hui avec et tu vas même avoir, tu vois, le fameux pivot soutien à l'ancienne qui est là pour exploiter des mismatchs à l'intérieur quand tu fais un switch et tu mets un petit, tu vois, type, tu vois, les mecs à la Valanciunas ou des gars comme ça, tu vois. Et donc voilà, je trouve que voilà, c'est sur ce poste de pivot, c'est souvent lui aujourd'hui qui fait les frais, puisque tu as des grands qui sont de plus en plus polyvalents, et tu vas avoir des grands qui vont commencer au poste 4 avec un gros skill set que les équipes vont essayer de passer au poste de pivot justement pour intégrer un ailier qui est justement plus polyvalent et qui a un skill set plus manière de ballon, capable de faire des écrans et capable de poser des écrans, de jouer un pick and roll, voilà, de faire beaucoup plus de choses avec la balle. Ce qui signifie que lorsque le cinquième titulaire est un pivot, celui qui rentre à sa place en cours de jeu n'est pas forcément un pivot. C'est souvent un joueur. Pas un pivot d'ailleurs. C'est souvent pas un pivot. Et l'exemple des Warriors que tu as donné est le bon. C'est-à-dire que tu vas remplacer ton cinquième titulaire qui t'offre une canalisation des compromis de ton équipe ou qui t'offre le contraste des capacités de ton équipe par un joueur qui va te proposer la même chose, mais avec une stratégie différente. C'est-à-dire que si soit va te proposer d'avoir un line-up qui sur le terrain va se projeter plus vite en transition, va être meilleur au rebond offensif ou va être plus équilibré sur la défense en switch all par exemple, ou avec un plus gros volume à 3 points, etc. Toutes les options sont possibles, mais c'est pas nécessairement un pivot. Et le jeu moderne a démocratisé ces remplacements hors poste à poste, en proposant notamment des remplacements, disons, fonction à fonction. Et tu changes une fonction par une autre fonction qui n'ont pas forcément le même impact dans la stratégie du 5 qui est sur le terrain. Ça, c'est vachement intéressant parce que ça rend la NBA beaucoup plus variée, beaucoup plus diverse. Ça rend aussi les rotations vachement plus poussées et stratégiques de la part des coachs. Et bon, moi, j'adore la NBA qu'on connaît aujourd'hui, la NBA des années 2020, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un très beau jeu. Et du coup, je trouve que c'est une des... Le fait que le poste de cinquième titulaire se soit autant diversifié dans le panel qui est offert, ça nous donne, enfin c'est un des ingrédients qui nous donne pour le coup, ou qui me donne à moi, je sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais qui me donne à moi du plaisir quand je regarde les matchs, quoi.
Il accentue la bataille tactique. C'est surtout ça, C'est là, ça, ce que vous venez exactement, d'évoquer. ouais. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, aussi ça. le changement peut être parce que en face, on sait que le 6e homme qui va rentrer, il a tel type de profil et on va vouloir le contrecarrer, que ce soit en attaque ou en défense, hein, selon si on veut le cibler parce que c'est un mauvais défenseur ou on a besoin d'un défenseur plus qui corresponde plus à son skill set, ce genre de choses. Effectivement, ça accentue le rôle du 5e titulaire est finalement assez clé dans cette bataille tactique. Donc justement, vu qu'on arrive à peu près pas très très loin de l'heure de podcast, c'est le moment de commencer avec nos biais, Greg. Tu as commencé à dire ce que tu aimais, mais justement, c'est le moment. On s'est dit qu'on allait se laisser quelques minutes en fin de podcast pour parler des 5e titulaires. Alors, ceux qu'on peut identifier comme tels, parce que parfois c'est un peu flou, hein, comme on le disait quand on a essayé de commencer à définir tout ça, dans la NBA actuelle 2024-2025. Donc, voilà, des noms, des exemples, pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que vous les aimez bien. Greg, écoute, on était sur ce que t'aimais toi, je t'en prie, tu as la priorité. Quel 5e titulaire dont tu veux parler maintenant? Moi, j'ai envie de citer Josh Hart du côté des Knicks, parce que c'est pour moi le choix facile, mais je trouve que c'est le représentant. C'est le Keith Boyans. Ouais, en fait, je dirais même au-dessus, parce que pour moi, Josh Hart alors, a peut-être une fonction par rapport aux autres titulaires qui, sur le papier, est plus réduite, un contrat aussi, qui est plus réduit que les autres titulaires, mais par contre, est-ce que c'est pas l'identité de l'équipe? Est-ce que c'est pas lui le dépositaire de l'identité culturelle de ces Knicks? J'en ai un peu l'impression de l'extérieur. Je suis pas dans la fanbase des Knicks et je me prononcerai pas à leur place, mais pour moi, on est sur un 5e titulaire qui apporte beaucoup à l'ensemble de la franchise. C'est-à-dire que vraiment, on est sur le joueur dont c'est très facile de devenir fan parce que il se déploie sur le terrain comme peu de joueurs en NBA le font. Il dépense une énergie, il couvre un terrain qui est phénoménal. Il a une place dans la rotation qui finalement n'implique pas d'énormes responsabilités en attaque, qui implique un petit peu plus de responsabilités en défense, mais c'est pas le premier des meilleurs défenseurs de l'équipe, parce qu'il y a quand même OG Anunoby et aussi sur le papier Michael Bridges. Je mets bien sur le papier parce qu'on n'a toujours pas retrouvé le grand Michael Bridges à mon grand désespoir. Mais voilà, moi je citerai en premier Josh Hart. Il y en a évidemment d'autres, mais je laisse la main à Top. Tom, je t'en prie. Ça je fait peux très même mal. réagir sur Josh Hart aussi. Ça fait. Je suis assez d'accord pour ces Knicks. Ça fait très mal de le citer en 5e titulaire, mais enfin. Ouais. Par exemple, tu vois, si on prend Boston, quand tout le monde est là, le 5e titulaire, c'est Jrue Holiday, quoi. Le niveau du 5e titulaire, c'est une option 2,5 dans une équipe qui est championne il y a 3 ans. Alors, ça peut se jouer, je pense que après, Jrue Holiday, ça peut se jouer entre lui et Kristaps Porzingis, tout simplement. Moi, j'hésiterais entre les deux, tout simplement par rapport à la valeur de remplacement, parce qu'en fait, aujourd'hui, même si en termes de rôle, Jrue Holiday va être un peu moins important, hein, quand on prend les statistiques à l'usage, le pourcentage de paniers assistés, tout ça, c'est quelque chose qui a vraiment baissé par rapport au rôle qu'il y avait aux Bucks, mais par rapport au contexte dans lequel se situent les Celtics, en fait, on voit que Kristaps Porzingis, alors je vais pas dire il est plus remplaçable, enfin, disons que la colonne Game Started de Kristaps Porzingis, parfois, voilà. Bon. C'est ça. Et quand tu prends l'effectif, on va dire que les Celtics peuvent plus facilement se passer de Kristaps Porzingis, notamment parce qu'ils ont Al Horford, ce qui est moins difficile pour Jrue Holiday, puisque le rôle qui le remplacerait demanderait beaucoup plus de compromis, par exemple. Et Luke Cornet. Non, mais tu vois, la rotation au poste 5. T'as plusieurs joueurs au minimum. Tu vas avoir des Keita, tu vas avoir des Xavier Tillman, tu vas avoir du Cornet comme tu l'as dit, en plus d'Al Horford qui sont là pour justement faire cette notion de rotation. Al Horford est un facsimile entre guillemets de Kristaps Porzingis, mais il ne faut pas oublier que, à quel point pour Kristaps Porzingis est bien meilleur que Al Horford. Voilà. C'est pas parce que l'équipe arrive à gagner sans lui que l'équipe n'est pas beaucoup plus exceptionnelle quand Kristaps Porzingis est là. Voilà. Absolument. Il y a un peu je compare évidemment, pardonnez-moi si j'en fais trop avec les Suns, mais je compare souvent aux Suns, mais il y a ce côté l'absence de Amar'e Stoudemire l'année où Boris Dio était MIP, mais jamais de la vie les Suns n'ont vraiment remplacé Stoudemire.
Et s'il y avait eu Stoudemire, le destin des Suns aurait peut-être changé cette saison-là. Mais il y a un peu ce côté-là, c'est l'équipe arrive quand même à performer sans un de tes titulaires majeurs. Mais voilà, Kristaps Porzingis, évidemment, c'est quand même un poil au-dessus de Al Horford, 30 000 ans, clairement. Ouais, et toi, et toi, merci de me Adrien poser la question. Mais oui. Évidemment. Non, mais si je devais citer un nom, alors je sais pas, c'est le plus le meilleur. Là, c'est compliqué quand on parle des cinquièmes hommes. C'est plus moi un profil que j'ai envie de dégager, c'est Christian Brown aux Nuggets. Je trouve ça très intéressant par rapport à tout ce qu'on a un peu exprimé depuis le début. C'est déjà donc un joueur drafté fin de premier tour par l'équipe, donc qui a été amené petit à petit à s'intégrer. Alors évidemment, hein, quand on joue avec un certain Nikola Jokic, c'est quand même ça doit être assez sympa de s'intégrer dans un 5 majeur, mais il a petit à petit, justement par son adaptabilité, par la variété de son skill set, enfin en tout cas ce qu'il a développé, s'est rendu, et on en a déjà parlé sur les difficultés des Nuggets en ce début de saison, pratiquement indispensable au 5 majeur. C'est-à-dire que ce 5 majeur des Nuggets, on peut considérer que les 4 devant sont les vrais 4 titulaires, enfin les 4 titulaires dans la hiérarchie avec donc Jokic, Murray, Gordon et Michael Porter Jr. Mais ce 5 ne fonctionne pas si bien que ça sans Christian Brown. Maintenant, il s'est rendu pratiquement indispensable en tant que 5e titulaire. Et voilà, et pour un joueur de son profil, avec du coup, on revient aussi à cette notion contrat, je trouve qu'il remplit parfaitement ce rôle-là. Alors, est-ce que sur le long terme, ce sera le cas? En tout cas, voilà, c'est quelqu'un, je pense, un nom qu'on va pouvoir retrouver pendant quelques années dans cette notion de 5e titulaire, même s'il est il définit moins le style de jeu, puisqu'il est dans une équipe où, évidemment, tout tourne autour des têtes d'affiche, et notamment Nikola Jokic. Mais ce qui est intéressant avec Christian Brown, c'est que avec le choix de Denver de laisser partir coup sur coup Bruce Brown et KCP, choix plus ou moins volontaire, on va dire ça comme ça. Sans commentaire. Mais disons qu'on a eu un éclairage très vif sur qui la franchise avait en tête en termes de 5e titulaire remplaçable, justement. Et du coup, ils se sont retrouvés à projeter Christian Brown dans le 5, avec Strouter derrière lui, qui pourrait très bien prendre ce rôle aussi, en apportant un autre skill set. Et finalement, il y a un staggering des minutes qui le montre un peu. Mais la question, c'est est-ce que Christian Brown sera toujours le 5e titulaire la saison prochaine aux Denver Nuggets? Et ça c'est le genre de question qui pèse toujours sur les 5e titulaires. C'est-à-dire que il faut que tu délivres la saison où tu es le 5e titulaire, sinon tu n'es pas assuré, même si tu as été un choix développé par ta franchise, d'être le 5e titulaire la saison prochaine, parce que derrière toi, en rotation 6, 7, 8, il y a des mecs qui peuvent prétendre à ton rôle, et particulièrement à Denver avec Julian Strouter. Très bien. Est-ce que vous voulez rajouter un nom? Est-ce qu'il y a un nom que vous aviez à tout prix envie de glisser? Oui, Tom, je vois. Oui, moi je pense qu'on peut peut-être un nom qui, si on prend les choses qui sont importantes dans le contexte vraiment de la ligue aujourd'hui, on va avoir entre guillemets Dean Wade et Max Strus, notamment pour des équipes pour une équipe qui a bien démarré la saison. Qui a bien démarré la saison actuelle, voilà, qui a bien démarré la saison actuelle, et des personnes qui sont importantes, mais vraiment là, vraiment à une plus grosse échelle pour moi dans la ligue, hein, ça va être vraiment Luguentz Dort, parce qu'on sent que c'est potentiellement le poste à améliorer pour que cette équipe d'OKC aille encore un petit peu plus haut. Alors c'est quelqu'un qui a changé son jeu depuis 2 saisons, qui est justement lui est arrivé, si on reprend encore l'historique, hein, qui est arrivé par la petite porte entre guillemets avec un tout, je crois qu'il était entouré, hein, quand il est arrivé à sa première saison. Il arrive à sa première saison, après il fait la bulle où on le découvre justement un peu un two-way player, capable de prendre des tirs et très fort défensivement, notamment sur James Harden. Et ensuite, à mesure que l'effectif du Thunder on va dire étoffé, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais, c'est étoffé. Ben son rôle est descendu au fur et à mesure, et aujourd'hui ça va être un joueur qui va être important, notamment par sa capacité à être bon défensivement et sa capacité à punir soit les close-out, soit l'irrespect de son tir à 3 points, en gros. Absolument, ouais. Si c'est un joueur qui, par exemple, shoot comme il a shooté l'an dernier et arrive à avoir un petit peu plus de volume,
peut faire la bascule justement pour cette équipe d'OKC qui ne sera pas obligée potentiellement d'utiliser des assets pour faire une amélioration à ce poste. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais à propos de Dean Wade. Je vois Adrien qui est non, tout mais je content t'en prie, mais bien sûr. Mais je rebondis sur ce que tu disais à propos de Dean Wade parce que il y avait effectivement depuis de nombreuses saisons au Cleveland Cavaliers la question du 5e titulaire autour de Isaac Okoro, et ils ont trouvé en Dean Wade un agrégat aux compétences de Isaac Okoro qui leur convient dans le staggering des minutes. Donc pour reformuler, grosso modo, ils arrivent avec le coaching à diffuser les minutes tantôt de Isaac Okoro et de Dean Wade pour avoir soit un apport sur le volume et l'adresse au shoot à 3 points, soit un apport sur la défense sur le point d'attaque avec Isaac Okoro. Et ça, c'est intéressant pour les Cavs cette saison. Il me semble qu'Okoro a peut-être été un peu blessé sur ce début de saison, je ne sais plus. Mais les Cavs turbinent très bien sur ce début de saison. Donc c'est cool pour eux qu'ils arrivent à trouver une stabilité dans la rotation sur ce poste 3 pour le coup. Mais on est clairement sur le 5e titulaire et il y a un côté un peu indéfini. Et c'est rare. C'est intéressant en tout cas dans une équipe qui a autant de prétentions et d'ambition que les Cavs cette saison, que le poste du 5e titulaire soit aussi diffus, ou en tout cas qu'il y ait un staggering des minutes et qu'on ne se dise pas que Isaac Okoro est un verrou de 5e titulaire ou Dean Wade pareil. Parce que c'est généralement quelque chose que moi j'imagine, peut-être que je me trompe et que j'ai un biais là-dessus, mais que moi j'imagine pour des équipes qui sont plutôt en bas de tableau, type par exemple tes Bulls, Adrien, dans lesquels j'ai moi personnellement beaucoup de mal à dégager un 5e titulaire, quoi. Oui, voilà, on est totalement dans l'exemple. C'est un peu ce que j'avais en tête quand, au début de podcast, je parlais de la difficulté d'identifier un 5e titulaire dans des équipes en reconstruction. Alors, on n'est pas encore totalement dans la reconstruction, on en a parlé il y a quelques semaines dans un podcast, mais on est vraiment sur l'identification de ce qu'on peut faire. On essaye avec le trade de notre ami, c'est son nom qui m'échappe maintenant, qui m'embête tellement. Caruso De Caruso, effectivement, vu qu'on n'a plus Caruso, voilà, c'est ça, c'est le deuil. Maintenant, ça y est, j'oublie, je le mets derrière moi, Caruso. Mais du coup, non, mais voilà, du coup, en fait, là, avec l'arrivée de Josh Giddey également, où on va essayer de le responsabiliser pour voir s'il est capable de faire balle en main, mais on a le retour de Lonzo Ball, mais en même temps, il faut mettre en avant Zach LaVine et Nikola Vucevic, et en même temps, il ne faut pas qu'on oublie Patrick Williams et Kobe White qui a un peu explosé, et en même temps, il y a Yodo Sumo qu'on aime bien. Donc, en fait, Donovan change beaucoup les rotations, les joueurs qui jouent ensemble sur le terrain. On se retrouve même avec des Talen Horton-Tucker en grand 2024, toujours un grand moment. Mais bref, il y a beaucoup de choses, on ne sait pas trop où on va. Donc forcément, si le front office, en tout cas, la direction des Bulls n'est pas très claire sur cette saison, difficile pour le coach d'avoir une vision claire de ce qu'il veut faire, s'il doit être compétitif ou non, où on est sur une identification du développement, etc. Donc encore plus difficile pour nous d'identifier un clair 5e titulaire. Celui qui pourrait avoir ce rôle peut-être à la longue, au final, je pense que c'est plus un Patrick Williams qui est ce type de profil. On va revenir sur ses ailiers, capable de punir un petit peu si on ne respecte pas son tir quand ça marche bien, capable de défendre, assez long. Bon, voilà. Théoriquement, ça pourrait être lui. Ouais. Financièrement, on y revient là. On a un petit problème entre les finances et le skill set et l'apport terrain. On est bien d'accord, Tom. Je t'ai vu faire la moue quand j'ai donné son nom. Je sais que c'est la raison. Je l'admets. Exactement. Bon, voilà, fait finir là-dessus. Je sais pas si ça me fait plaisir. Mais bon. Patrick Williams. Oui, et puis sur pas la mise en avant de Patrick Williams. Ouais, je ne sortirai pas encore du train, même si là ça commence à être très très compliqué. Le train pousse très très fort en ce moment. Mais voilà, ça nous fera une conclusion. Finalement, comme quoi, un sujet où on se demandait un peu comment on allait arriver à défricher tout ça. J'espère que ça aurait été le plus clair possible. On a passé pas mal de temps sur la définition pour essayer d'exprimer. Un thème intéressant, la profondeur des réflexions qu'il peut y avoir dans un effectif NBA, même quand on arrive au 5e titulaire, l'importance que ça a sur le terrain, l'importance que ça a sur les finances, l'importance que ça a tactiquement, comme on l'a dit. J'espère que ce podcast très type Dunk Hebdo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, des remarques, puisqu'on a forcément oublié quelque chose ici ou là, à commenter sur YouTube, à venir parler avec nous sur Twitter. Peut-être comme ça nous permettra de faire un second épisode, un moment, une mise à jour du 5e titulaire. Ce serait très très Dunk Hebdo comme podcast pour le coup. Évidemment, merci Tom pour l'instigation de ce podcast et surtout ce apporté. Merci Greg. Ça a été Greg, ce podcast théorique. Impeccable. La team de vieux, toujours au rendez-vous, on est là. C'est vrai qu'il y a un peu ça. La team de vieux qui arrive au bout de son podcast. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir écoutés pendant une bonne heure, je pense, après montage. Et puis, on se retrouve très très vite, normalement la semaine prochaine, pour un nouvel épisode de Dunk Hebdo. Il était temps de finir.
Salut. Salut. Ciao.